Je vous propose donc d'essayer de nous mettre d'accord sur ce qu'est ou doit être la souveraineté et donc sur ce que j'appelle donc le diagnostic. D'abord, est-ce qu'on peut s'accorder sur le sens du mot souveraineté et sur ce que recouvre le concept du souverainisme? Car je crois que vous avez pu vous accuser entre vous souvent, là je parle aux politiques, de ne pas être de véritables souverainistes. Donc on va commencer par cela si vous voulez bien. Tout d'abord, la souveraineté, qu'est-ce que c'est? Florian Philippot, est-ce que vous pouvez nous répondre en premier là-dessus? La souveraineté, c'est... Souveraineté, c'est souverain. Ça vient de là, hein, c'est le souverain. Donc c'est assez simple pour moi. C'est la souveraineté, c'est celui qui a la souveraineté, c'est celui qui décide en dernier ressort. La souveraineté nationale, c'est la capacité qu'a un pays ou pas, s'il a la souveraineté nationale, il a la capacité de maîtriser son destin, de décider quelle politique il souhaite mener ou pas dans différents domaines. On peut rentrer dans le détail, mais enfin voilà, c'est tout, c'est assez simple. C'est pour cela que, par principe, vous ne pouvez pas avoir dans un même pays, pour un même peuple, deux souverainetés en même temps. C'est ça que je le dis directement d'emblée. Quand Macron nous parle de souveraineté nationale et de souveraineté européenne, il y a un problème. Il y a évidemment un problème. C'est évidemment une entourloupe. Il y en a une qui efface l'autre. Et en l'occurrence, c'est la souveraineté européenne, entre guillemets, qui est là pour effacer la souveraineté nationale. C'est absurde d'ailleurs de parler de souveraineté européenne, non? C'est absolument absurde, c'est plus que ça, c'est vicieux. Parce que ça permet quand même de dire le mot souveraineté, ce qui va sonner agréablement à l'oreille de certains, mais pour l'effacer en fait, pour mieux l'effacer, parce que souveraineté européenne n'est pas possible, il n'y a pas de peuple européen. Il n'y a pas d'instance démocratique européenne par définition, représentative d'un peuple qui n'existe pas. Donc si vous donnez le pouvoir à une pseudo-souveraineté européenne, en fait vous la donnez à des gens qui ne sont pas élus, qui ne représentent que des lobbies et qui n'ont pas de légitimité. Et donc c'est extrêmement dangereux. Donc c'est non seulement une arnaque, mais c'est très vicieux. Parce que par contre, ça détruit dans le même temps la vraie souveraineté, c'est-à-dire celle des nations, celle des peuples. Il y avait déjà Juncker, quand il était président de la Commission européenne, dans les rares moments où il était sobre, lucide, qui avait dit cette fameuse phrase: il n'y a pas de démocratie, au-dessus des traités européens. Donc c'était déjà une théorisation, effectivement. Et c'est vrai. Non seulement on revote, mais enfin maintenant c'est même plus simple, on vote plus. C'est-à-dire qu'avant il y avait des référendums, on les refaisait, où le Parlement passait derrière, comme en France. Maintenant il n'y a même plus de référendum. Ça c'est encore plus simple, c'est plus rapide. Moi je crois que c'est déjà très largement avancé dans la conceptualisation de la disparition de la démocratie. Et c'est logique, c'était De Gaulle qui disait la souveraineté nationale se confond exactement avec la démocratie. C'est évidemment indissociable. Et c'est pour ça qu'il les dissocie. Mais pourquoi, Florian Philippot, justement, les souverainistes sont souvent présentés comme des populistes, des ennemis de la démocratie? Vous avez subi beaucoup ce type d'accusations. Comment vous expliquez ça d'abord? Mais parce qu'on est des ennemis de l'ordre établi. À partir du moment où vous êtes contre un système qui a une espèce d'oligarchie qui a le pouvoir, vous êtes d'extrême droite, vous êtes complotiste, vous êtes populiste, vous êtes extrémiste, vous êtes dangereux, vous êtes démago, vous êtes ce que vous voulez. Et on s'en fiche en fait. Voilà, moi je suis un patriote français, souverainiste bien évidemment, parce que je ne vois pas comment on peut l'être autrement, de toute façon, c'est tout simple. Hein. Évidemment, normalement, vous savez que même dans la Constitution française encore aujourd'hui, il est écrit que les partis politiques, puisqu'ils sont dans la Constitution, doivent défendre la souveraineté nationale. Donc moi, je respecte la Constitution. Beaucoup de partis politiques qui ne la respectent plus, depuis longtemps. Est-ce que la notion de souveraineté, elle est forcément corrélée avec la notion d'État fort? Oui, pour vous? En France, oui. Pour moi, oui. Ce qui est très important sur ce débat, pour moi, il ne devrait pas y avoir de débat souveraineté-identité. Évidemment qu'il faut défendre l'identité nationale et l'identité de la France, et évidemment qu'il faut arrêter complètement les flux d'immigration. Moi, je suis le premier à le dire. Je pense que Mais vous parlez moins d'immigration que reconquête, vous parlez. Sûrement, parce qu'il parle que de ça. Honnêtement, il parle beaucoup de ça. Allez, il parle beaucoup de ça. Mais c'est un sujet très important. On les interroge beaucoup là-dessus aussi. C'est vrai, mais c'est un sujet très important. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est retrouver sa souveraineté nationale, c'est-à-dire quitter l'Union européenne, ce qu'a fait le Royaume-Uni par référendum. C'est une condition
Et moi, je l'ai toujours dit clairement, ce n'est pas du tout une baguette magique, comme le Frexit ne le serait pas. C'est une condition nécessaire, mais pas suffisante. Nous, pour l'instant, étant dans l'Union européenne, sa jurisprudence, ses règlements, ses traités, ses directives et la CEDH, nous n'avons simplement pas le choix. On est obligé de subir. Je préfère ne plus subir et avoir le choix. Et ensuite, c'est à nous, peuple français, d'imposer les bons choix, mais au moins on retrouve un débat démocratique. Et pour cela, il n'y a pas d'autre solution. On peut prendre le problème dans tous les sens que de quitter ces instances, Union européenne et CEDH. Moi, j'ajoute d'autres instances, mais en matière d'immigration, c'est en tout cas l'Union européenne et CEDH. Et à partir de là, ce sera à nous de faire pression pour aller effectivement vers le rétablissement des frontières nationales, recréer des douanes, recréer une jurisprudence qui fait qu'on peut expulser des gens, arrêter le regroupement familial tel qu'il est fait aujourd'hui, etc., etc. En 2003, il y a une directive européenne qui a dit le regroupement familial, il est obligatoire. Voilà, ça on connaît aussi. C'est du droit européen. Je vous connais aussi, c'est l'avantage. Voilà, mais non, mais ça c'est les textes sur lesquels on vit. C'est du droit supranational. Le juge européen, donc n'importe quel juge français, Conseil d'État, tribunal administratif, le juge de base, il applique les normes de droit. Tant qu'on a encore une signature sur les traités européens, il est normal que les juges appliquent le droit en vigueur, c'est-à-dire notre ordre juridique, c'est celui-là. Donc le droit européen. C'est bien qu'ils appliquent que celui-là d'ailleurs, si ça nous arrangerait. Oui, mais le problème c'est que on met beaucoup la responsabilité sur les juges, mais les politiques doivent prendre la leur. C'est-à-dire que tant qu'on laisse la signature sur des traités, les juges ils appliquent les traités. Et donc on peut très bien revenir sur les lois de Giscard, mais tant que vous avez au-dessus un droit européen qui de toute façon est supérieur, et vous y ajoutez la CEDH, ça c'est hyper important. Eh ben non, mais c'est important. Mais bien sûr, c'est important. Ça veut dire que vous appliquerez le regroupement familial. De toute façon, il y a un bon exemple grandeur nature, c'est Mme Mélanie. Mélanie, c'est important. Oui, mais il y a beaucoup de mises en cause. Quand elle a été élue, le RN et M. Zemmour ont dit c'est formidable, on fait pareil. La preuve que ça marche, on peut faire le bras de fer avec l'Union européenne et tout. C'est quand même la troisième économie de la zone euro, c'est pas rien l'Italie. Deuxième industrie, troisième économie. C'est devant nous en termes industriels, etc. C'est à peu près le même nombre d'habitants, un peu moins, enfin bon. Et on nous a dit, voilà, c'est plus la Grèce, eux ils vont y arriver. Bon, ils n'y arrivent pas du tout. Et elle double l'immigration, 452 000 cette année. Elle a aussi renoncé d'ailleurs à toutes ses promesses économiques, il n'y a pas que ça. Retraite à 67 ans, elle devait l'arrêter, elle le fait finalement. Elle devait défendre l'argent liquide, Ursula l'a sifflé en disant non, tu défendras pas l'argent liquide, elle a renoncé à sa loi. Elle va privatiser le rail et la poste. Peut-être que vous êtes pour, moi je suis contre, mais je veux dire, c'est l'exemple grandeur nature, ça fonctionne pas. Ça mène à la trahison. On aime tous ici la France. Moi je fais pas de procès en patriotisme à personne. Comment on peut accepter, même par principe, que la France soit sous tutelle de quelque chose? Comment on peut accepter que la France soit pas maîtresse de son destin? Comment on peut accepter qu'il y ait des gens au-dessus? Comment on peut accepter qu'il y ait des juges au-dessus? Comment on peut accepter qu'il y ait un droit au-dessus? Moi, je ne le conçois pas parce que j'ai une trop haute idée de la France et je ne l'imagine pas autrement que libre et indépendante. On va parler de ce qui seraient vos trois mesures, on va dire, phares pour retrouver notre souveraineté. Est-ce que, Florian Philippot, vous pouvez nous les énoncer? Je commence toujours. Bah oui, écoutez, vous êtes à la gauche du présentateur, donc voyez. Bon, dans une seule mesure, je vais mettre forcément quitter toutes les structures qui sont supranationales. Je ne vois pas comment faire autrement, parce que sinon je serais complètement incohérent. Mais je vais en faire une seule mesure, parce que sinon je vais dire quitter l'UE, quitter la CEDH, quitter l'OTAN, et j'aurais mangé mes 3 jokers, donc ça va pas. Donc ça c'est une seule mesure. La deuxième, parce que je ne la néglige pas du tout, et je suis totalement d'accord avec ce que venait de dire juste avant Jean-Frédéric Poisson, il y a le sujet de notre constitution aussi, de notre organisation à nous. On a un énorme problème. Ça serait la création d'un RIC sur tout sujet. Parce qu'il faut absolument remettre le peuple souverain. Ça, ouais. Et puis les gilets jaunes. Ça a été popularisé, enfin nous j'ai créé les Patriotes en 2017, c'est le point 2 de notre charte depuis le début. Mais ce sont les Gilets jaunes qui l'ont fait connaître du grand public, ils ont réussi. Ce qu'on n'avait pas réussi, nous on en parlait depuis longtemps, mais là ils ont réussi à ce que maintenant beaucoup de Français connaissent le référendum d'initiative citoyenne. Donc ça me paraît être un point qui pourrait débloquer beaucoup de situations et puis redonner un peu confiance aux gens dans la politique, parce qu'aujourd'hui, les gens sont dégoûtés par tout ça. Ils voient bien qu'ils votent, ça sert à rien. Même les référendums il y en a plus. Bon, le dernier n'était même pas respecté. Bon. La troisième mesure, je sais pas si je ferais exactement ça dans cet ordre-là, mais c'est pour jouer le jeu, on va dire. Mais ça me paraît très important. C'est effectivement la question c'est une question qu'on n'a pas encore abordée, mais c'est une question qui me semble être un gros problème aujourd'hui, c'est la question du conflit d'intérêts et de la corruption dans la vie politique française et tout ce qui en dépend, c'est-à-dire des organismes, par exemple les autorités du médicament, il y en a d'autres. C'est évidemment un sujet pour moi extrêmement important, très peu présent dans le débat politique français, très présent dans d'autres pays, très peu en France.
et qui pour moi est un sujet essentiel. Donc voilà, ce sont les 3 points qui, à mon avis, déjà, si on les mettait en œuvre, ce serait une vraie révolution. Et ça permettrait de remettre énormément de souveraineté, de liberté et donc d'espérance dans notre pays. C'est faux de dire que les gens ne veulent pas le Frexit. On n'en sait rien parce qu'il n'y a pas de débat. Si, puisque c'est des Non, gens mais comme moi, vous je qui suis portent, quelqu'un de très pragmatique. Je suis pas là en me levant le matin en disant Frexit. C'est que je pense qu'il n'y a pas de solution politique si on quitte pas l'Union européenne. C'est tout. Sur quelle base constitutionnelle vous allez faire ce référendum ? Il n'est pas prévu par les articles de la Constitution, et dans la Constitution depuis Maastricht a été ajouté un article 88 et quelques qui dit que la France appartient à l'Union européenne. Et lisez Fabius qui a sorti un papier là en début de semaine dans Le Monde qui dit moi, président du Conseil constitutionnel, je ferai respecter tout le droit européen, même si l'Union européenne était une brillante réussite. Ça va, mon hypothèse n'est pas vérifiée. Mais même si l'Union européenne était une brillante réussite, je n'accepterai pas d'être un pays sous tutelle. Voilà, c'est tout. Par principe, je suis trop attaché à la France pour accepter d'être sous tutelle. Votez pour vos convictions. Moi, je veux dire, toutes les histoires de on va gagner les euros, on gagne pas une élection à un tour avec à la proportionnelle, ça n'existe pas. Je crois que si Macron est premier ou deuxième, là, j'ai tout petit point de divergence avec Jean-Frédéric, qu'il ait 10 points de retard ou 5 points, je pense que ça ne changera rien à la politique qui mènera derrière. Votez pour vos convictions, faites passer des messages extrêmement forts. Le jour où Farage a passé les 6%, il avait fait 0,6 à la première européenne, il a fait 6 à la deuxième, 30 à la troisième. Quand il a passé les 6%, il a pu aller au Parlement européen et il a fait résonner la voix de la sortie de son pays de l'Union européenne. Et ça l'a fait gagner. À partir de 5%. Et oui, vous voyez, donc, parce qu'il y a des Britanniques qui ont dit on vote pour nos convictions et pas des pseudo-votes tactiques, stratégiques, utiles, et qui sont en fait toujours inutiles à la fin.